You know, whatever angle you look at and approach the question of Leo, it's all perfectly extraordinary and uncommon. He was one of the most remarkable people I've ever met. And I measure my words. I mean, there haven't been many like that. And I mean, you know, to think, when you go back and you think, you know, a young artist in Germany had such a deep understanding early on, very early in his life, of art that gave him the confidence to spurn a conventional art education and be self-taught. It speaks of an enormous, almost preternatural understanding of art. And of course, the rest of his life bore that out in spades. And then to become probably the world's, as a painter, most trustworthy authority on Cézanne itself is an extraordinary thing when you think about it. Completely unknown artist, that a man like Rewald would cross the Atlantic to have his opinion on something. When he's constituting his catalogue raisonné, would come and see Leo, an unknown artist, teaching, you know, a small group of people in Aix-en-Provence. He must have had an extraordinary confidence and admiration for who he was. Léo, pour ce qui est de l'apprentissage, considérait qu'il fallait aller dans les musées, voir les œuvres telles qu'elles ont été faites par les peintres du passé et se faire son propre système à partir de ça, et pas du tout avec un compas, une règle, un machin, on vous apprend les couleurs. C'est un artiste qui est largement autodidacte. Il a refusé l'académisme en peinture. C'est quelqu'un c'est vraiment un grand spécialiste, grand connaisseur de l'histoire de l'art. Il s'est vraiment formé lui-même en visitant les musées pendant les années 20, quand il était très jeune. Dans les années 20, donc à partir de 19, après il était très mêlé au milieu berlinois, parce qu'il était entre Nuremberg et Berlin. Il avait un atelier, enfin la famille était toujours à Nuremberg, donc il était en relation avec ses amis à Nuremberg. Mais il avait son atelier à Berlin, et comme on sait, la vie culturelle à Berlin, à partir des années 20, elle était extrêmement riche. Hein. Dans ces galeries, à l'époque, il y avait des Cézanne, des Monet, enfin tous les grands peintres, mais ça valait rien. C'est-à-dire, c'était, Léo raconte, il allait dans la galerie, il y avait un Cézanne là, un Renoir là, un machin qui était en bas. Et il y avait encore des échanges, c'est-à-dire c'était des peintures qui se vendaient. Et c'est comme ça qu'il s'est beaucoup intéressé à Cézanne. Et ça l'a à tel point intéressé qu'il a absolument voulu venir à Aix. Et il se trouve qu'il était ami avec une femme qui travaillait dans une galerie, qui était berlinoise, mais qui travaillait dans une galerie à Berlin. Et elle lui a dit, écoute, il y a un tableau là qu'on est en train de vendre, si on le vend, on aura une commission, avec cette commission, on ira à Aix. C'est ce qui s'est passé. Et ils sont venus à Aix, et là, ça a été la révélation. Je crois que c'était comme un coup de foudre quand il a vu les Cézanne, et surtout la Sainte-Victoire qui se trouve aujourd'hui au musée de Cleveland. Il a pu l'étudier pendant des mois parce que sa compagne de l'époque, Anna Kraus, elle négociait un peu la vente de Sainte-Victoire, et il pouvait vraiment l'examiner, vraiment l'explorer pendant des mois. Il était vraiment frappé par la correspondance entre la toile et vraiment ce qu'il a vu quand il a pris le chemin du Toulonnais. Il vient, c'est très étonnant, en 1928, dans ce pays d'Aix, en référence à ce peintre qui s'appelle Cézanne, qui est mort en 1906, et on va dire que dans le pays d'Aix, tout le monde l'a oublié, ou afin de l'oublier, en tout cas l'occulte. Mais personne, en 1928, s'intéresse
au fait que Cézanne ait peint en Provence, pour créer cette œuvre qui est internationalement connue et qui évidemment déborde de toutes parts de la Provence. Et là va jouer aussi quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que un jour sur le cours Mirabeau, il tombe sur quelqu'un qui lui dit s'appeler John Rewald. Aujourd'hui, dans le monde de l'art, on ne présente plus John Rewald. L'auteur du célèbre ouvrage « L'histoire de l'impressionnisme » est reconnu comme étant une référence incontournable de l'histoire de l'art du XIXe siècle. Précurseur de sa discipline, son nom est indissociable de celui de Cézanne. Rewald a consacré près de 30 ans de sa vie à l'élaboration d'un catalogue raisonné des œuvres de Cézanne. Un catalogue raisonné est un inventaire complet de toutes les œuvres connues d'un artiste. Il comprend des informations détaillées sur chaque œuvre, telles que la provenance, l'historique des expositions, ainsi qu'une analyse détaillant le style et la technique utilisée. Il en résulte une ressource essentielle pour tout chercheur, conservateur ou collectionneur qui souhaite comprendre l'étendue de l'œuvre de Cézanne. Il sert également de référence pour déterminer l'authenticité d'une œuvre. C'est en grande partie grâce à ce travail de Rewald que Cézanne est aujourd'hui considéré comme l'un des précurseurs de l'art moderne. Mais l'intérêt porté par Rewald pour Cézanne n'a pas toujours été présent. C'est une rencontre fortuite avec Marc Schutz dans sa jeunesse qui a éveillé son intérêt pour ce qui allait devenir l'obsession de toute une vie. Oui, parce que c'était un personnage important dans la vie de John. Ça avait été un de ses grands amis d'avant la guerre. Et un de ses grands amis aussi, qui lui avait fait découvrir ce qu'il allait faire, sa carrière. Parce que s'il n'avait pas rencontré Léo, peut-être n'aurait jamais eu l'idée de s'occuper de Cézanne. John Rewald, à l'époque, faisait un travail sur l'art roman. Il était parti avec son appareil pour photographier des cathédrales ou des églises romanes. Il traversait Aix et puis il s'est arrêté pour boire ou je ne sais quoi à une des fontaines qui étaient là. Et il a entendu parler allemand. Et comme il parlait mal français encore, il a immédiatement été attiré par ces jeunes gens allemands qui étaient là et qui l'ont pris sous sa coupe et l'ont amené à Châtenois, où ils étaient déjà installés depuis longtemps, où ils cultivaient des légumes et élevaient des poulets. Et voilà, donc ils vivaient comme ça en autarcie. C'est la première fois qu'il rencontrait Léo. C'était un hasard. Et Marc Schutz dit à John Rewald, écoute, tu as un très bon appareil à photo, moi j'ai un mauvais appareil à photo. Il y a quelqu'un qui est à Rome, puis ensuite bientôt à Paris, je ne sais plus si c'était déjà à Paris, Venturi, qui avait fui le fascisme italien, qui était engagé à faire un travail qui a abouti au catalogue raisonné de Cézanne, paru en 1936. Et il avait besoin, lui, d'avoir des photographies de certains sites, histoire de mettre dans le catalogue raisonné tel tableau et l'image photographique du lieu dont Cézanne était parti. Et avec John Rewald, Léon Marc Schutz commence à faire des photographies des sites cézanniens. Ils sont tous les deux juifs allemands, ils sont tous les deux étrangers à la Provence, et il faut que ce soit, si je puis dire, des étrangers à notre propre pays, la Provence en tout cas, pour que cette reconnaissance de l'œuvre de Cézanne se fasse. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Léo connaissait très très bien l'œuvre de Cézanne et connaissait tous les endroits autour d'Aix où Cézanne avait travaillé.
ce que John n'aurait pas pu découvrir tout seul, ou ce qu'il aurait peut-être découvert tout seul, mais après de longues années d'efforts. Tandis que là, Léo l'a emmené promener comme ça, et voilà. C'est à ce moment-là qu'il a commencé vraiment à avoir l'idée du bouquin, qui pouvait abandonner les cathédrales anciennes et s'occuper des impressionnistes. Mark Schutz crée une amitié, j'allais dire, indéfectible avec John Rewald. La guerre va les séparer. John Rewald a manqué de peu d'être livré aux autorités nazies par le gouvernement de Vichy-Soix, enfin qui commençait à s'installer en France en 1940. Il va être extradé, si je puis dire. On arrive à le mettre sur un bateau à Toulon et grâce à quoi il va gagner les États-Unis et il fera sa carrière ensuite aux États-Unis. Donc il y a une séparation forte marquée par la guerre. John Rewald dira plus tard, en 1978, après la mort de Léo Marschutz, « Je dois à Léo Marschutz ma ferveur pour Cézanne ». Donc le plus grand spécialiste du XXe siècle de Cézanne avoue que celui qui lui a donné le goût, la connaissance, la référence fondamentale à Cézanne, c'est Léo Marschutz. Bien que Rewald reste à ce jour le plus grand spécialiste de Cézanne, il n'est pas le seul à s'être penché sur l'œuvre du grand maître. En effet, lorsque Rewald rencontrait Marschutz, le projet de catalogue raisonné de Cézanne était déjà en cours de réalisation par un historien et critique d'art italien, Leonello Venturi. Au même moment, à Vienne, Fritz Nowotny, un autre historien de l'art de renom, avait commencé à mener ses propres recherches sur Cézanne. Tout comme Rewald, Venturi et Nowotny consultent régulièrement Marschutz pour obtenir de l'aide et des conseils sur toute question concernant Cézanne. Très vite, les 4 hommes collaborent à travers une correspondance. Il va être la référence absolue de Cézanne au Pays d'Aix. C'est-à-dire que tous les historiens d'art qui s'intéresseront au rapport de Cézanne à la Provence pour essayer de décrypter le sens de son œuvre, travaillaient avec lui. Nowotny, Rewald, Venturi. All 3 of these people consulted Leo on really anything from the Impressionists. And Chapuis is another person that consulted with him constantly. Chapuis did the catalogue raisonné of Cézanne drawings. And he not only consulted with Leo so much, but he gave Leo a Cézanne drawing. Essentially, these people came to Leo because they realized that he understood the artistic vision of Cézanne like nobody. And he was an artist, a profound artist. So he had, and that's what all these others were, art historians, and they lacked that perspective, that vision of the artist. La correspondance de Marschutz, Rewald et Nowotny, c'est la seule documentation qu'on a pour comprendre le réseau de collaboration qu'il y avait entre Marschutz, Rewald, Venturi et Nowotny. C'est très intéressant de voir que les différentes approches que les 4 Cézanniennes ont eues dans cette période, il a permis un dialogue très riche sur l'art et l'œuvre de Cézanne. Ce qui est intéressant, c'est l'approche de Marschutz, parce qu'il ne faut jamais oublier que Marschutz est un artiste, surtout un artiste, avant qu'être un expert de Cézanne. Donc l'approche de Marschutz, la sensibilité de Marschutz est très différente des autres. Oui, donc John tenait compte de ça, et ça lui était important de savoir qu'il pouvait se parler à Léo, qui n'était pas historien d'art, mais artiste. Une vision différente des choses, et même des œuvres de Cézanne. Léo Marschutz lui-même a peint des Saintes-Victoires et aussi des châteaux noirs qui ressemblent beaucoup aux toiles de Cézanne. On ne peut pas parler de copie, mais il essaie quand même de s'approprier la technique de Cézanne. Il veut vraiment savoir comment il a fait et refaire le processus, revivre ce processus de création.
Grâce à ses premières peintures et à leurs échanges, Marschutz et ses amis ont pu théoriser l'approche de Cézanne en matière de forme, de couleur et de perspective, et poser les bases d'une réflexion critique sur Cézanne et son influence sur l'art moderne. Cézanne, c'est surtout quelqu'un qui a révolutionné l'art. Et c'est vraiment lui qui, pour la première fois, a vraiment créé une perspective qui n'est pas linéaire, mais une perspective uniquement à partir des couleurs. Quand on travaille avec la perspective linéaire, le spectateur, il a une seule position, une seule. Et avec Cézanne, on a une vue panoramique. Et la perspective linéaire est une perspective, je dirais, anthropocratique, c'est-à-dire l'homme est au centre, un spectateur. Et avec la perspective cézannienne, l'homme n'est plus au centre. En voyant la nature, il était humble. Et il voulait vraiment transmettre quelque chose de permanent dans la nature. Il y a un côté presque religieux dans son art, à mon avis. Cézanne réussit à matérialiser une réalité ancestrale, primordiale, qui peut se passer de l'homme. Léo Marschutz, il était vraiment fasciné par cette nouvelle technique. En 1936, Venturi publie une première version du catalogue raisonné de Cézanne. Sachant que cette première édition est loin d'être complète, Venturi poursuit ses recherches dans le but de publier une deuxième édition avec toutes les œuvres manquantes. Avec l'aide de son assistant Nello Ponente, qui a rejoint le projet en 1956, Venturi a travaillé jusqu'à sa mort, en 1961, à cette deuxième publication. Venturi mort en 1961 et cette deuxième édition est prête pour être imprimée. L'éditeur en Amérique, il a déjà fait un communiqué de presse et tout pour faire savoir au public que la deuxième édition, très attendue par les érudits, était très proche à la publication. Mais tout se ferme en 1962 parce que l'éditeur n'est pas trop convaincu du travail que Ponente a fait. Donc l'éditeur entre en contact avec Riewoldt et lui demande de contrôler cette version. Et finalement, Riewoldt a l'autorisation par l'éditeur de s'occuper de cette deuxième édition. Donc la deuxième édition Venturi Ponente est la base du travail de Riewoldt. Ce qui est intéressant, c'est que quand Riewoldt reçoit l'autorisation par l'éditeur de travailler sur la deuxième édition, Riewoldt appelle Marschutz. Il se retrouve à Aix dans l'été 1963. Il travaille à Malherbe. Marschutz, Riewoldt et Novotny aussi. Et Marschutz écrit que les trois grands cézanniennes se retrouvent une autre fois pour travailler sur le catalogue Venturi. Et il y a une lettre de Marschutz à Albert Châtelet qui dit que il avait décidé que les noms Marschutz et Novotny étaient dans le catalogue avec celle de Riewoldt. Mais finalement, le catalogue Riewoldt n'a jamais arrivé à la fin parce que Riewoldt a travaillé avec une précision telle qu'il n'a jamais trouvé la fin de ce catalogue raisonné. Et ça, c'est une chose impossible aujourd'hui parce qu'un catalogue raisonné n'est jamais terminé. Il change chaque jour, on peut dire. Et donc, quand il meurt en 1994, le catalogue n'est pas terminé et il va être terminé en 1996 par Walter Feinkefeld et Jane Warman.
Donc, ce qui est important, c'est que la base du travail Riewoldt pour le catalogue qu'on connaît de peinture de Cézanne, la base était le travail de Venturi et Ponente. Donc, il y a cette fil rouge qui est collègue au premier catalogue au catalogue qu'on a en ligne aujourd'hui. Toute sa vie, il en a parlé, John. Pour lui, c'était, pour ainsi dire, l'œuvre de sa vie. Ils ont travaillé ensemble quand même énormément, parce que Léo venait à la Citadelle et ils ont énormément travaillé ensemble sur ce catalogue. We used to make trips to Riewaldt's place in Minerve. You know, he bought the chateau on the top of the hill there. Leo would be summoned up there, you know, to talk about the authenticity of various works. Les difficultés qu'il trouve sont plutôt sur la chronologie et il décide aussi de couper des œuvres qu'il pensait être fausses. Mais il n'y avait pas trop, il y avait, je pense, 20 ans de fausses. Outre son travail sur le catalogue raisonné, Marschutz a été le commissaire des 2 premières expositions Cézanne à Aix-en-Provence. On doit à Léo Marschutz l'exposition du 50e anniversaire de la mort de Cézanne au pavillon Vendôme, alors qu'à Aix, personne ne se souciait dans l'administration, dans l'intelligentsia. Enfin, on se plaignait, oui, on a raté Cézanne, mais on ne faisait rien pour essayer de promouvoir ou de chercher à comprendre l'œuvre de Cézanne. C'est quand même stupéfiant que ce soit un immigré allemand qui organise pour la première fois une telle exposition à Aix même. Mais ce qui est frappant, c'est que déjà pendant les années 20, il rêve d'une exposition à Aix. C'était toujours clair pour lui qu'il fallait montrer l'étoile ici même, ici à Aix même. Et bon, il a fait. He was extremely instrumental of saving the atelier de Cézanne, which apparently the mayor at the time wanted to get rid of. It seems unbelievable. I mean, that's a national treasury. L'atelier était à l'abandon et c'est James Lord, qui était un Américain, qui a su, je ne sais par quel biais comme ça, que l'atelier serait vendu. Alors John a dit c'est pas possible, etc. Et il a été trouver tous ces collectionneurs qu'il connaissait, leur a demandé de l'argent pour sauver l'atelier. Et c'est pour ça qu'on l'a décoré. Quand nous y sommes allés, John et moi, on s'est tout de suite mis à épousseter les affaires de Cézanne, qui étaient encore là. Personne n'y était entré depuis plusieurs dizaines d'années. Il y avait une petite statuette que Cézanne utilisait pour ses natures mortes. Aujourd'hui encore, l'atelier est ouvert aux visiteurs venus des 4 coins du monde pour découvrir l'antre du grand maître. Et moi qui m'occupe de faire un centre cézannien au Jas de Bouffon, je pense que ce centre va s'ouvrir en 2025. Il est convenu avec Anthony Marschutz que l'œuvre de Léo Marschutz devra être rendue accessible dans ce centre, à la fois parce qu'il joue un rôle spécifiquement dans l'histoire de l'art, dans la reconnaissance de Cézanne, et en même temps, il est un des premiers, un des plus fidèles, un des plus originaux des artistes qui ont travaillé au Pays d'Aix, en ayant Cézanne je dirais pas simplement dans son œil, dans son esprit, dans son âme, dans son cœur, avec une espèce de respect, ou peut-être justement... il fallait se mettre un peu à distance de Cézanne et se protéger en même temps de Cézanne qui était trop présent sinon. En général, quand on parle de l'influence d'un artiste sur un autre, on pense au niveau stylistique. Mais je pense que l'influence de Cézanne sur Marschutz, c'est plutôt ce qu'il y a avant. Et donc, tout le travail intime de l'artiste de recherche, tout ce qui concerne la vision de l'artiste. Donc, tous les parcours qui portent les sujets à devenir motifs. Donc, tous ces parcours de recherche intérieure de l'artiste, je pense que Marschutz l'a appris de Cézanne. Pour
arriver finalement à un résultat très différent. C'est pour ça que Marchutz est reconnu comme un artiste, parce qu'il n'a pas copié Cézanne, il est arrivé à son propre style, un style très distinctif, et c'est pour ça que Venturi l'a beaucoup aimé, je pense. What do you think he learned from Cézanne? Oh, I guess focusing on the essential would be fundamental. If you look at any of these late paintings, and you see how much he's able to express with so little, and how closely tied and connected and related one stroke is to the other, how the strokes that make up the figures, their halos, and the relationship between the figures that comes to pass through that. The whole white of the surface is fundamental to the image. And the figures emerge out of that white surface. When I say I think he was an important artist, it's not because of the external circumstances of his life. It's because of what gets communicated through the art. He maintained a dedication and a commitment to a kind of lineage that stretches back 4,000 years in terms of what art is really for, what it's intended to awaken in people. What it's intended to help us grapple with or help us come to terms with as human beings. He speaks to the very deep and enduring questions about what it is to be human, right? What it is to live in this universe. How do we learn to experience what's real, right? What's true, right? Not the kind of passing surfaces of things, but what is in the phenomena that we experience that is enduring. And I hope that that becomes the basis on which people learn to engage with what he was doing.